Alors, en 2022, les élections professionnelles vont être marquées par une généralisation du vote électronique. Ça devient la règle, notamment dans la fonction publique d'État, sans pour autant être obligatoire. Donc, on va s'intéresser à son mode de fonctionnement avec Emmanuel Gruat, qui est le directeur général de Voxali, activité de vote électronique de DocaPost. C'est la filiale numérique du groupe La Poste, numéro 1. Aujourd'hui, sur le marché du vote électronique et plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation d'élections. Également avec nous en visio, Thibaut Bordeaux, qui est fondateur et président de PeopleVox, une société de conseil, expert dans la consultation des salariés, des clients, d'usagers, de citoyens, et qui a déployé en mars 2019 sa première plateforme de vote qui permet donc à ses clients de réaliser des élections des représentants du personnel de manière dématérialisée. Alors, Emmanuel Gruat, puisque ça fait 15 ans que vous organisez des votes, que vous êtes le numéro 1 sur le vote électronique en France, quelle est la situation? Que pouvez-vous nous dire déjà de la situation du vote électronique ici? Alors, le vote électronique en France est vraiment en train de se généraliser. Il a commencé timidement dans les années 2000. Moi, j'ai créé Voxali en 2006. Et le démarrage réellement du vote électronique en France au niveau des élections professionnelles a eu lieu à partir du moment où le législateur a modifié les articles de loi et l'a autorisé. Et c'est donc à partir de 2007 qu'on commence vraiment à enclencher le vote électronique. Alors aujourd'hui, 2022. 2022, on peut dire que globalement, dans les grandes entreprises, il est généralisé à peu près 90%. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, plus on descend en nombre de salariés dans les entreprises, moins il est généralisé. Donc, je dirais dans les ETI, c'est à peu près un tiers des ETI qui sont passés au vote électronique. Et dans les entreprises encore plus petites, ça l'est, je dirais, de 20%, quoi. Mais globalement, dans les très grandes entreprises, il est généralisé. Et à partir du moment où une entreprise passe au vote électronique, il n'y a pas de retour arrière. Alors, on va donner la parole à Thibaut Bordeaux. Merci d'être connecté avec nous. Vous, le vote électronique, vous y êtes venu dans un second temps. Est-ce que c'était une demande de vos clients? Est-ce que c'était attendu? Ou alors, est-ce que c'était redouté finalement quand vous l'avez proposé? Oui, bonjour Delphine. Non, c'était attendu. C'était effectivement une vraie demande de la part d'un certain nombre de nos clients qu'on accompagnait sur des projets d'études, notamment sur notre activité historique de PeopleVox, et sur un vrai point de douleur qu'on avait identifié avec des DRH qu'on accompagnait dans l'organisation de leurs élections professionnelles. Mais un petit peu au-delà de tout ça, effectivement, pour bien comprendre effectivement le développement du vote électronique dans les entreprises et dans les institutions publiques, il y a deux facteurs déjà. Il y a le premier qui n'est pas un scoop, qui est le large processus de dématérialisation et de digitalisation dans les entreprises de leur processus d'entreprise. Et puis, dans un autre sens, plutôt en parallèle, la transformation de la fonction RH également, qui s'est recentrée ces dernières années progressivement vers des missions qui sont beaucoup plus créatrices de valeur pour l'entreprise et pour les salariés, et de digitalisation, d'automatisation des fonctions un petit peu administratives et juridiques. Et les élections professionnelles fait partie effectivement de ce scope-là, où c'est globalement un préalable au dialogue social dans les entreprises, à la négociation d'accords, ou plus largement à la démocratie, à la vie démocratique dans les entreprises. Alors, je disais que les prochaines élections professionnelles, là, maintenant, cette année, donc, seront de manière généralisée par voie électronique. Quelles pourraient être les exceptions? Dans quel cas ce n'est pas possible ou adapté? Alors, effectivement, 2022, c'est une très grosse échéance puisque c'est l'année du renouvellement des instances représentatives du personnel dans toute la fonction publique. Contrairement aux entreprises qui ont des renouvellements, je dirais, lissés dans le temps, là, l'échéance, c'est 2022. Les dernières, c'était 2018. En 2018, effectivement, il y a eu quelques essais de vote électronique auprès de ministères et auprès notamment de différents hôpitaux. Là, on sait qu'en 2022, il y a une généralisation. La plupart des ministères vont passer au vote électronique. Et puis, alors on nous dit justement, sauf dérogation, qu'est-ce qui pourrait faire que certaines élections ne se tiennent pas par voie électronique à distance? Alors,
D'abord, ce qu'il faut imaginer, c'est que il peut y avoir un scrutin à 100% vote électronique, mais il peut aussi y avoir des scrutins hybrides. Quand, je dirais, la population est peu habituée au monde de l'Internet, ou peu équipée, ou qu'il y a un peu de résistance, un climat social un peu tendu, effectivement, on peut passer au mixte et proposer du vote traditionnel et du vote électronique. Maintenant, je dirais, c'est souvent lié au climat social et à l'équipement de chaque électeur en moyen électronique, quoi. Alors ça, c'est un vrai sujet, la question de l'acceptabilité ou de l'acceptation, on va dire plus simplement d'ailleurs. Comment ça fonctionne aujourd'hui quand on installe le vote électronique dans une entreprise? Qu'est-ce que ça change typiquement en termes d'organisation? Alors, c'est en termes d'organisation, l'objectif effectivement d'utiliser ce type de système et de moyens de vote, c'est surtout dans des grandes organisations, c'est de réduire les coûts d'organisation de ces élections et de la logistique de ces élections. Parce que quand on est dans une grande institution publique, effectivement, dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique ou dans des grandes entreprises, il y a une logistique physique papier qui est relativement importante et une logistique de mise en place des bureaux de vote sur un nombre qui peut être relativement important de sites qui est extrêmement important. Donc on réduit effectivement les coûts, on simplifie effectivement l'organisation pour nos clients et on y apporte aussi des garanties sur la sécurisation effectivement de ces élections. Après, alors, cela dit, excusez-moi parce que Emmanuel Gruat, ça pose quand même quelques défis, il faut les accompagner quand même. Oui. Ces instances représentatives du personnel qui d'un seul coup vont se lancer dans un vote 100% électronique. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a le changement qui doit être accompagné au sein des entreprises et au sein des organisations. Donc effectivement, une fois qu'on a convaincu les directions des entreprises et notamment les ressources humaines, eh bien, il faut aussi apporter le dialogue auprès des instances représentatives, parce qu'il faut que ce soit accepté. Et c'est dans la construction et dans l'organisation du process électoral qu'on va acquérir l'adhésion des organisations syndicales. Eh bien, on va discuter avec eux sur les modalités de mise en place. Est-ce qu'on part sur du vote 100% électronique? Est-ce qu'on part sur du vote hybride, à la fois du vote à l'urne et du vote, par exemple, par correspondance, parce qu'on est capable de mettre en œuvre les trois solutions, qui restent complexes à mettre en œuvre, mais c'est tout à fait possible. Et puis après, on discute avec eux. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de poste de travail qui leur permettent d'accéder à Internet, on peut imaginer de mettre en place des bureaux de vote dans chaque établissement où chaque électeur pourra aller s'isoler et voter avec un PC. Donc on discute sur les modalités de mise en œuvre. Il faut vraiment être à leur écoute et construire avec eux un protocole électoral qui soit acceptable. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est quand même de la simplification. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. C'est de la simplification ou c'est une nouvelle complexité? Non, c'est de la simplification parce que, comme le disait Thibault, effectivement, on arrive avec des process qui sont établis. On a beaucoup d'expérience. Donc ça fait 15 ans qu'on fait du vote électronique. On a plusieurs milliers de clients. Et on arrive avec des process qui sont rodés, des process qui sont sûrs, et aussi des solutions techniques éprouvées, validées, expertisées, qui ne peuvent pas être mises en cause. Et donc, on apporte de la sécurité, à la fois de la sécurité au niveau de la direction des ressources humaines, mais aussi de la sécurité pour les organisations syndicales, parce que les élections qui sont mises en œuvre ne sont plus contestables. Alors, moi, je voulais aussi vous interroger sur la question de la participation, parce que on se dit, on imagine que finalement, on va avoir un taux de participation beaucoup plus élevé, puisque c'est plus simple, tout le monde peut voter de chez lui à distance. Pourtant, ce que j'ai noté, c'est que justement, dans la fonction publique, il y a eu 2 scrutins précédents, 2014-2018. Pour la première fois en 2018, on a vu passer la participation sous la barre des 50%. Et c'était au moment de l'expérimentation, justement, du vote électronique. Est-ce que vous voyez un rapport de cause à effet ? Il y a 2 choses. Déjà, c'est une nouvelle expérience de vote, beaucoup plus digitalisée. Donc, il y a effectivement cette question de l'acceptabilité
de la part des électeurs de se saisir de ce type d'outils, voilà, et avec, comme le décrivait très justement Emmanuel, on est quand même face à un droit fondamental pour des salariés à pouvoir effectivement voter, et avec une nouvelle expérience de vote qui soit aussi en lien avec les exigences du droit électoral et de l'ensemble des préceptes, hein, de secret, d'anonymat, du vote, de confidentialité, et surtout aussi de confiance. Après, en termes de participation, c'est relativement variable. En fait, le vote électronique, ça dépend tout simplement des structures. Nous, effectivement, sur les centaines de clients qu'on accompagne, on a des données en fait qui sont extrêmement variables. Effectivement, dans des sociétés qui sont assez digitalisées, qui sont assez éloignés aussi les salariés souvent des élections syndicales. Là, on constate grosso modo quand même des participations qui sont relativement importantes. Dans des secteurs d'activité où effectivement l'accès à des outils électroniques sont peut-être un petit peu plus faibles, c'est globalement effectivement variable en fonction aussi des conditions de réalisation de la campagne électorale, de la communication aussi qui est faite par la direction, par les ressources humaines, par les relations sociales de la tenue de ce type de scrutin. Donc c'est et d'une acceptation effectivement générale et que tout le monde soit embarqué. Il y a la question de la confiance, de l'acceptation, de la fracture numérique. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser un peu les équipes là, face à l'arrivée du vote électronique ? La participation est un vrai sujet. L'expérience montre à travers toutes les élections que l'on a fait, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, qu'il y a avant tout de plus en plus, et on le voit aussi au niveau des élections politiques, moins d'intérêt pour les élections de la part des électeurs. Et c'est ça qui enraye la participation. Et donc le vote électronique, ce n'est pas magique, ça ne change pas cette donne-là. Ça ne change pas cette donne-là. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ça freine effectivement la baisse, ou ça stoppe la baisse. Mais les moyens que l'on utilise de communication, qui sont des moyens électroniques, par mail, par SMS, par les réseaux sociaux, permettent d'accélérer la communication, de faire des relances ciblées et extrêmement réactives, et c'est ça qui fait grimper le taux de participation. Et c'est notamment important pour les assemblées générales, où il y a des quorums à atteindre, et en faisant des relances ciblées, notamment sur les assemblées générales d'actionnaires, où on arrive à atteindre le quorum et valider l'assemblée générale. Donc c'est plus la communication qui est faite, l'accélération de la communication, qui va permettre de gagner des points de participation. Mais en tout cas, c'est l'intérêt que portent les électeurs à l'élection qui est le premier facteur de participation. Et on ne remplace pas un désintérêt de l'urne par un moyen technique. Ça, c'est pas vrai. C'est bien de le rappeler. Bon, il y a un autre défi, c'est celui de la sécurité. De la confiance qu'on aura dans le résultat du scrutin, parce que à partir du moment où tout est électronique, il n'y a plus des gens qui comptent des enveloppes qu'on va surveiller avec nos propres yeux. Donc comment est-ce qu'on les rassure, Thibault Bordeaux, sur ce point-là ? Effectivement, c'est un grand défi du vote électronique et qui a grosso modo plutôt assez mauvaise presse parce qu'on juge le vote électronique avec des technologies qui sont passées ou globalement des aspects qui ont 10, 15 ans, etc. C'est vrai que moi j'aime bien dire effectivement que sans confiance et transparence, le vote n'a pas forcément de valeur. Et c'est pour ça que le vote dans un cadre physique, et notamment pour des élections que tout un chacun connaît, a une forte valeur en France, c'est parce qu'il y a de la transparence et il y a de la confiance. Et notre mission, effectivement, dans le cadre de la fourniture de solutions de vote électronique, c'est de digitaliser tout le processus, effectivement, électoral et toute cette logistique de vote en y apportant des mêmes garanties que dans le cadre physique. Et alors après, on peut dire... Et ça, c'est possible d'être complètement transparent sur la manière dont vont être dépouillés les scrutins quand on travaille par voie électronique ? Tout à fait. Il y a le monde de la recherche
a apporté d'énormes progrès effectivement dans ce cadre-là, sur ce que l'on appelle un petit peu la notion de vérifiabilité dans le cadre du vote électronique, qui nous permet d'apporter des preuves cryptographiques. Alors c'est un petit peu complexe, on ne va pas forcément entrer dans ce détail-là, et mathématiques qui sont irréfutables sur la non-manipulation et la non-altération des bulletins de vote tout au long en fait, du parcours de vote, que ce soit quand un électeur va constituer son bulletin de vote sur notre plateforme, en passant par son envoi, son stockage, son dépouillement, et de lui apporter effectivement des preuves que nos bulletins de vote contiennent bien son expression de son vote, qu'il a bien été pris dans son décompte. Et une traçabilité en fait. C'est de la transparence, c'est de la confiance, c'est de la traçabilité, et tout sans jamais lever effectivement aussi l'anonymat et le secret du vote. Et aussi une des choses aussi qui est assez peu connue dans le monde du vote électronique, c'est que ce type de système doit être aussi ce qu'on appelle résistant à la coercition, c'est-à-dire à l'achat de vote. Et effectivement, ce sont des grands défis, et on a des chercheurs qui sont en France, qui ont apporté effectivement d'énormes contributions dans ce cadre-là. Emmanuel Gruat, je vais vous faire réagir quand même sur ce point de la cybersécurité. Je voulais juste préciser, parce que quand on dit oui, on utilise des vieux logiciels et tout ça, c'était quand même en France, les Français de l'étranger n'ont pas pu voter par voie électronique en 2017 parce qu'il y a des menaces de cyberattaques. Donc c'est un point quand même très très important. Oui, c'est un point majeur, parce que c'est ça qui donne de la confiance. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, il y a quelques prestataires de vote électronique en France, mais la sécurité et le vote électronique en France est cadré. Il y a la CNIL qui émet régulièrement des recommandations, et les dernières recommandations de la CNIL disent qu'en fonction de l'enjeu de l'élection, on va mettre en place 3 niveaux de sécurité différents. Le niveau 3 étant le plus élevé pour des élections à fort enjeu, et qui sont notamment le niveau requis, qui est notamment le niveau requis pour faire voter les Français de l'étranger aux législatives qui vont avoir, c'est des élections qui vont avoir. Donc là en 2022. En 2022, donc là dans quelques mois. Oui. Et là effectivement pour la première fois ils vont voter par voie électronique, mais ces dispositifs mis en œuvre par les prestataires, en l'occurrence c'est Voxalito Capos qui fait les élections pour les Français de l'étranger, c'est surveillé par des experts indépendants, mais aussi par le ministère de l'Intérieur et aussi par l'ANSSI. Donc c'est extrêmement cadré. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui définissons le niveau de sécurité, on est audité pour voir si le niveau de sécurité que l'on met en œuvre est suffisant. S'il n'est pas suffisant, l'élection n'aura pas lieu par voie électronique. C'est ce qui s'est passé donc en 2017. C'est ce qui s'est passé en 2017. Et là, tous les feux sont au vert pour que, aujourd'hui, les tests grandeur nature ont été finalisés. J'y ai moi-même participé. Et écoutez, là, tous les feux sont au vert et tout devrait bien se dérouler pour les Français de l'étranger en 2022. Espérons. Alors, je voulais justement avoir aussi votre retour d'expérience, puisque vous avez organisé beaucoup d'élections par voie électronique. Alors, on ne va pas parler d'élections nationales, mais même au niveau des élections professionnelles. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude? Est-ce que vous êtes obligé de faire des corrections? Est-ce qu'il y a comme ça des dysfonctionnements qui vous font dire que par le passé, ce n'était pas forcément beaucoup plus clair? Alors, Thibault, vous répondez? Bon, alors c'est intéressant de voir ce retour d'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on a rappelé tout à l'heure tous les deux, c'est que le niveau de sécurité mis en œuvre est bien plus élevé que le niveau de sécurité que l'on a dans les élections traditionnelles, et notamment les élections à l'urne. Il n'y a pas de falsification, possible. En revanche, en matière d'élections, il y a toujours des perdants. Il y en a qui gagnent, mais il y a des perdants. Et selon le climat social, et selon le contexte, et selon l'enjeu, il y a des attaques. Il y a des attaques régulières, et on est souvent dans les tribunaux. Très très souvent. On a l'habitude, mais jamais notre système n'a été mis en défaut, parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises ont apporté que le système fonctionne, et surtout ont apporté des preuves dont parlait Thibault justement. Il est important que ce ne soit pas une boîte noire et que le système génère des preuves qui ne soient pas contestables. Donc, jusqu'à aujourd'hui, alors surtout, pas de correction. Le système, quand il est mis en œuvre, il est scellé, il devient inviolable, mais intouchable, immodifiable, à la fois sur les logiciels, mais aussi sur les données. Donc il n'y a
pas de correction possible. On ne peut pas passer une régularisation comme sur un compte bancaire. Quand on a une application bancaire, on a fait une erreur. Il n'y a pas de modification possible. Et c'est là toute la difficulté de la mise en œuvre d'un système de vote électronique. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur le vote électronique, donc qui devient la règle dans les élections professionnelles et en particulier dans la fonction publique là cette année. Année donc importante pour le vote électronique. Merci à Thibaut Bordeaux, fondateur président de PeopleVox, et Emmanuel Gruat, directeur général de Voxali, qui est l'activité de vote électronique de DocaPost, donc du groupe La Poste. Juste après la pause, on se retrouve, on va partir pour le Launchpad et regarder ces startups qui préparent l'Internet du futur.